Et donc, nous allons parler de... De quoi? Non, vous ne savez pas lire, enfin. Ce n'est pas un T. C'est un L. Vous confondez les lettres. Ce n'est pas un G, c'est un V. G, V. Vous confondez les sons. Mais enfin, vous n'avez jamais appris à lire? Vous venez de faire l'expérience de la dyslexie. Ce trouble qui rend l'apprentissage de la lecture difficile. Mais c'est bien de livres dont je veux parler ce soir. C'est bien de livres parce que c'est dans les livres qu'on trouve la connaissance. C'est par l'écrit qu'on accède à la connaissance. Et que se passe-t-il quand on ne peut pas accéder à l'écrit? On ne peut pas accéder à la connaissance. C'est le cas des 10. Apprendre à lire. Apprendre à lire, c'est l'apprentissage le plus difficile qui soit. Et pourtant, vous avez tous appris à lire. Alors, vous ne me croyez pas, et pourtant, je vais vous convaincre. Il y a un scientifique français qui s'appelle Stanislas Dehaene et qui parle de recyclage neuronal. Notre cerveau a une capacité formidable. Il est capable de reconnaître les formes. Et ça, depuis le plus jeune âge. Le bébé reconnaît très très bien le visage de sa maman. Nous reconnaissons des visages dans les nuages ou dans les dessins de la roche. Cette capacité, d'ailleurs, ça nous fait peur quand on ne voit pas le visage des gens, quand on a une cagoule sur le GIGN ou un voile intégral dans certaines religions extrêmes, ou encore quand on a le masque des Anonymous. Ça nous fait peur parce qu'on ne voit pas le visage. C'est une propriété de l'être humain que de reconnaître les visages. Et c'est une propriété très, très, très efficace. Si je vous dis, ce visage, c'est Marion. Ce visage-là, c'est aussi Marion. Notre cerveau est parfaitement capable de gérer la symétrie. Alors expliquez-moi pourquoi cette lettre, c'est un P, mais pas celle-là. Et celle-là, oui, par contre. Vous voyez comme c'est difficile d'apprendre à lire. Et ça, c'est quand on a un cerveau qui fonctionne. Mais certains cerveaux dysfonctionnent. Ce gros mot pour parler des dyslexiques, des dyspraxiques, des dysphasiques, des dysorthographiques, des dyscalculites, tout un tas de troubles qu'on appelle la galaxie des 10. Je m'appelle Marion Berthaud et j'ai créé il y a 4 ans une start-up numérique justement pour aider à trouver des solutions pour aider les enfants 10 à lire. Alors dans mes travaux, j'ai cherché, comme tout le monde, des solutions pour remédier, pour corriger le handicap, pour entraîner la compétence déficiente, pour faire des lignes d'écriture à des dysgraphiques. Ça ne marche pas. Hein. Et puis, j'ai rencontré des gens sur mon parcours, et en particulier, quelqu'un qui avait une approche différente. C'est le professeur Pascal Collet, qui est professeur à l'Institut Cognition dans le sud de la France. Et elle avait une démarche différente qui consistait non pas à essayer d'entraîner ce qui était déficient, mais plutôt d'essayer de trouver ce qui marchait bien. Si la jambe droite ne fonctionne pas bien, pourquoi pas s'appuyer sur la jambe gauche ? Et donc, elle a été regardée chez les dyslexiques qui avaient réussi à compenser leur dyslexie, comment ils avaient fait. Elle a pris des 10 qui faisaient des études. Donc, on peut penser qu'ils avaient réussi, malgré leur dyslexie, à passer outre. Et elle les a mis par IRM pour regarder leur cerveau. Donc, vous savez, par IRM, on peut voir les différentes zones du cerveau qui sont activées au fur et à mesure que vous faites une action, au fur et à mesure que vous lisez, par exemple. Sans grande surprise, la sphère du décodage, celle qui permet de décoder les lettres, le P par exemple, elle était moins rapide que celle des normolecteurs. En même temps, c'était des 10, c'est pas vraiment un scoop. En revanche, elle a découvert que la sphère qui s'occupe de la sémantique, c'est-à-dire du sens, elle marchait très bien.
voire même, elle marchait mieux. C'est un peu comme si le cerveau, se sachant déficient d'un côté, compensait par un autre côté, un peu comme ces aveugles qui ont une ouïe très fine. Cette sphère sémantique était donc un moyen de pouvoir utiliser la jambe gauche, puisque la jambe droite ne marchait pas bien, le décodage. Alors, plus concrètement, ça veut dire quoi, la sphère sémantique? Si je vous demande d'épeler le mot bicyclette, allez-y. Non, V, E, L, O. Vous avez compris la sphère sémantique? Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette découverte-là? Eh bien, il se trouve que pour aider les dyslexiques qui ont des problèmes de segmentation, segmenter les lettres dans les mots, on utilise une coloration des syllabes. Par exemple, si je vous dis le mot chaton, on va dire chat, c'est un chat, ton, T-O-N, chaton. Ça, c'est un moyen d'aider la segmentation du mot en syllabes. Eh bien, Pascal Collet dit, et si, au lieu d'utiliser le découpage syllabique, on utilisait le morphème? Alors, le morphème, c'est ce qui constitue le sens du mot. Chat, C-H-A-T. On, le petit du, comme dans ourson, comme dans caneton. Non, pas comme dans hérisson. Et donc, le découpage en morphème allait pouvoir aider les dyslexiques à reconnaître le sens du mot et donc à pouvoir compenser leur dyslexie. Utiliser leur jambe gauche puisque la jambe droite ne marche pas bien. Alors, ce n'est pas si simple que ça à appliquer de mon côté, puisqu'il va falloir maintenant qu'on trouve des moteurs linguistiques pour être capable de détecter les morphèmes à l'intérieur des mots, pour pouvoir le faire en automatique. On en a pour quelques années de recherche encore, mais voilà des pistes intéressantes, et voilà ce qui m'a intéressé moi dans mon travail, de travailler plutôt sur la jambe gauche quand la jambe droite ne marche pas. Alors vous allez me dire, oui, mais la jambe droite, la mienne, ça va, elle fonctionne bien. Je m'en sers en ce moment pour dire bonjour parce que je n'ai pas le droit de faire des poignées de main à cause du coronavirus. Ouais. Mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde et surtout ce ne sera pas forcément votre cas toute votre vie. Il y a des gens qui ont des accidents, il y a des gens qui, en vieillissant, perdent des fonctions. Ça reste intéressant de chercher sa jambe gauche. Mais la plus grande raison pour laquelle ça reste intéressant, c'est parce que dans cette jambe gauche, il y a des trésors insoupçonnés, une mine d'or. Il y a des super-pouvoirs. Je vais revenir au 10, puisque c'est ça mon métier, et je vais vous citer, c'est ma collègue Sophie, qui doit être dans la salle d'ailleurs, qui m'expliquait cette image qui est utilisée par Steve Masson, qui est un neuropédagogue québécois, et qui dit « Représentez-vous le cerveau comme une forêt. Vous devez traverser cette forêt. Alors, vous passez à côté d'un arbuste, à côté d'un arbre, puis au fur et à mesure que vous prenez toujours le même endroit, il y a comme un petit sentier qui se crée. Puis ce sentier, à force de passer, il s'élargit, il devient un chemin, et puis une route, et puis une autoroute. Le problème des 10, c'est que la végétation est tellement vive, tellement forte, que le petit chemin, il est envahi par la végétation, et envahi, et envahi. Et au final, ce petit sentier ne devient jamais une route, il ne devient jamais une autoroute. Et pourtant, il y a un trésor là. Et ce trésor, c'est que pendant que vous êtes en train de chercher votre chemin, vous êtes capable de voir ce petit chemin là, sur le côté, que vous n'aviez pas vu avant, et qui est un raccourci. Vous le voyez, mais ceux qui vont à toute allure, ils ne le voient pas. Il y a un trésor dans cette jambe gauche. La dyslexie, selon l'OMS, c'est 5% de la population. Je ne sais pas combien on est dans la salle aujourd'hui, 300. Il y a 15 personnes ici qui sont concernées. Alors, je vous félicite parce que vous avez cette capacité à voir ce petit chemin. Moi, je file à 100 à l'heure sur mon autoroute. Et je ne le vois pas. Cette capacité de sortir des sentiers battus, c'est de la créativité.
Ça a été d'ailleurs prouvé par une neuroscientifique polonaise qui s'appelle Marta Lokiewicz, et qui a montré que non seulement les 10 avaient plus de créativité, statistiquement, que les normolecteurs, mais qu'en plus, quand on entraînait cette créativité, c'était plus efficace. L'entraînement par l'art-thérapie, par tout un tas de formations, était plus efficace chez les 10, ils en bénéficiaient davantage. Et tous les jours, on a des cas concrets dans les personnes créatives, les artistes. Steven Spielberg est 10. Agatha Christie était 10. Mais on a aussi des scientifiques. Alors le plus célèbre, qui est Léonard de Vinci ou Albert Einstein. Des politiques, Winston Churchill. On a des mastodontes de numérique, Steve Jobs, Elon Musk. On a plein de gens qui sont 10 et qui le revendiquent. Aux États-Unis, quand vous avez un recruteur qui cherche quelqu'un pour un poste qui demande de la créativité, il privilégie les 10. En France, quand on publie une annonce, on explique que le poste est ouvert aussi aux porteurs de handicap. Et vous, combien d'entre vous ont mis à l'écart un CV simplement parce qu'il était bourré de fautes? Alors la prochaine fois que ça vous arrive, allez récupérer le CV dans la poubelle et donnez-lui une deuxième chance. Et peut-être que ce jour-là, un 10 vous dira « merci ». Il y a des trésors dans les jambes gauches. Moi, les trésors que je vais chercher, c'est dans les jambes gauches des gens qui n'arrivent pas à lire, des gens qui, par ce biais-là, n'ont pas accès à la connaissance, parce que leur cerveau, soi-disant, dysfonctionne. Eh bien, ces dysfonctionnements, c'est des mines d'or. Il y a des trésors dans votre jambe gauche. Il y a des trésors dans la jambe gauche de votre voisin. Alors, en sortant de cette salle, ce que je vous propose, c'est de lui demander à votre voisin, « Et vous, c'est quoi votre jambe gauche ?» Et là, moi, je vous dirais « merci ».